Comme vous le savez, ici sur cette chaîne, nous nous considérons comme libres et indépendants, déterminés à vous dire la vérité, quelle qu'elle soit. Nous vous présentons tous les points de vue d'un sujet. Nous vous montrons ce que disent les Américains, les Européens, les Russes, les Iraniens, bref, toutes les perspectives possibles. Quel que soit le thème, on veille à ce que vous ayez l'ensemble des éléments. Nous diffusons de longs extraits pour que vous n'ayez pas à craindre que des passages soient coupés, que le contexte se perde ou quoi que ce soit du genre. Et ensuite, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Nous, on dit ce qu'on en pense. Ce n'est pas du tout la manière dont les médias traditionnels fonctionnent aujourd'hui. Et malheureusement, ça pose un vrai problème parce que ça désinforme le public américain. Il devient difficile de comprendre ce qui se passe vraiment, même quand certains essayent de dire la vérité, car chacun apporte forcément ses propres biais. Nous avons aussi nos propres biais, je ne le nie pas, mais nous essayons de vous offrir une vision équilibrée. Le problème, c'est que lorsqu'une chaîne en particulier semble mener un effort concerté pour désinformer le public américain, pour lui faire croire des choses fausses et mettre en avant des éléments qui n'ont rien de vrai, là on a un vrai souci. Parce qu'au lieu d'informer le public, on l'aveugle sur la réalité. Et hier soir, il y a eu un court segment sur Fox News avec Jesse Watters qui illustrait parfaitement ça. Il montrait exactement ce qu'on observe depuis quelque temps. Presque tous les invités de Fox News vantent la guerre, disent qu'on peut la gagner, qu'on peut la terminer, et ainsi de suite. Toutes les histoires parlent d'un retour à la guerre totale avec l'Iran. Pourtant, on vous donne tous les faits, toutes les réalités militaires, géopolitiques, géographiques et même géologiques, et tout montre que c'est insensé, complètement imprudent. Mais en regardant Fox, on ne s'en rendrait jamais compte. Je veux donc vous montrer plusieurs éléments clés, avec la réalité qu'ils cachent au public, pour que vous voyez clairement pourquoi c'est un vrai problème. Commençons d'abord par ce que Jess Watters disait à propos de Hegseth la semaine dernière. Il a montré un extrait sonore, en fait plusieurs extraits. Certains, on va vous les montrer ici. Dans ces extraits, il expliquait en gros que l'Iran est très affaibli en ce moment. L'Iran est aujourd'hui, sur le plan militaire, au point le plus faible qu'il ait connu depuis 10 ans, peut-être même depuis 47 ans. Pourtant, ils ont réussi à rassembler ce qui est en réalité une armée terroriste. Je reconnais qu'ils conservent encore des capacités, bien sûr, mais les dégâts que nous leur avons infligés au fil de cette série d'opérations les ont placés dans la situation la plus difficile qu'ils aient jamais connue. Je veux dire, c'est clairement faux. Il n'y a aucun moyen que ce soit vrai. Si c'était le cas, on n'aurait pas perdu 4 militaires. Il n'y aurait pas eu de cérémonie de rapatriement à la base aérienne de Dover il y a encore peu de temps aujourd'hui. On ne continuerait pas à subir attaque après attaque sur toutes nos bases si elles étaient aussi faibles qu'elles le seraient, soi-disant, depuis 1947 ou depuis 47 ans. Ce serait évidemment faux. Mais toute cette idée, et c'est une déclaration délibérée, selon laquelle nos forces seraient au plus bas, c'est ça qu'ils veulent faire passer. Et si ça vous semble familier, c'est normal, parce que ce discours remonte à avant même le début de la guerre. Voici Jack Keane, le 1er février, donc presque 4 semaines avant que la guerre ne commence vraiment, qui martelait déjà ce point-là. Nous savons avec certitude qu'au vu des événements actuels, le régime est plus faible que jamais. Une frappe militaire l'affaiblirait encore davantage et créerait des divisions au sein même du pouvoir. Combien de temps allons-nous encore tolérer que les mollahs agissent ainsi alors qu'ils mettent en danger notre sécurité et notre mode de vie? Je parle des élites qui maintiennent ce régime debout. C'est là que se trouve l'opportunité.
Oui, c'est ça, l'opportunité, disait-il, et il suppliait le président Trump de la saisir. Selon lui, ils n'avaient jamais été aussi faibles. Ils allaient s'effondrer. C'était un thème récurrent chez lui pendant toutes les semaines qui ont précédé ce lancement. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce que disait hier le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth. Et franchement, pas besoin d'être un génie pour le voir. Il suffit de regarder. Ce qu'on voit là, c'est juste un instantané d'une semaine, les derniers jours, avec toutes ces bases américaines dans la région qui ont été frappées. Est-ce que ça vous donne l'impression d'un adversaire aussi faible qu'il l'aurait été depuis 47 ans? C'est pourtant exactement ce qu'on disait avant la guerre. Et ce n'était pas vrai à l'époque non plus, parce qu'ils ont littéralement déchaîné l'enfer sur Israël, sur nos alliés du Golfe et sur nous. Toutes nos défenses aériennes, le dôme de fer, la fronde de David, le système Ta'ad, tout y est passé. Rien de tout ça n'a arrêté les missiles, et on a été écrasés à cause de ça. C'est pour ça qu'on a dû accepter un cessez-le-feu. Et pourtant, on nous dit que tout ça, c'est du passé. Donc ce n'est pas seulement Fox News. Évidemment, c'est une tentative de la part de l'administration de vous désinformer. Et un peu plus loin dans cette séquence, Jess Waters a aussi montré un commentaire sur toute l'affaire de la montagne Pickaxe. Si vous n'avez pas suivi, c'est ce que le renseignement israélien affirme depuis quelques jours à peine. Vous savez quoi? D'un coup, on apprend que les 3 bases qu'on avait détruites lors de l'opération Marteau de minuit étaient censées abriter leur programme de missiles nucléaires. Et il s'avère qu'en secret, ils l'auraient déplacé vers un autre site, appelé la montagne Pickaxe. Alors, le sénateur Kennedy a voulu demander au secrétaire à la guerre Hegseth, est-ce qu'on peut y accéder? Écoutez, il nous faut des réponses claires. Des réponses claires, pas des détours. Est-ce qu'on a les moyens de détruire ce qu'il y a sous la montagne Pickaxe? Sénateur, beaucoup de nos capacités sont classifiées. Mais s'il y a bien quelqu'un sur cette planète, sur la terre de Dieu, capable d'atteindre n'importe quelle cible, c'est bien l'armée des États-Unis, la plus puissante au monde. Tout est une question d'options et de compromis. Oui, ce n'est pas seulement une question d'options ou de compromis. Et non, je veux dire, c'était à peu près la réponse la plus faible possible, même pour Hegseth. D'habitude, il part carrément dans la fiction. Mais au moins cette fois, il a essayé de se couvrir un peu. Mais écoutez, il n'avait même pas besoin de le faire. Parce que... Et le sénateur Kennedy n'a pas besoin de poser cette question parce qu'on y a déjà répondu de façon claire et définitive. Je veux dire, regardez, ça remonte à mai. Le 31 mai, exactement. La réouverture par l'Iran de ces sites souterrains de missiles montre les limites des bombardements américains. Parce que même si on a frappé pas mal de choses en surface, voilà, c'est littéralement, visuellement, ce que je vous répète depuis le début, toutes ces images de cibles touchées à la surface d'une montagne. Mais sous cette montagne, peu importe ce que vous faites à la surface, vous ne pouvez pas atteindre ce qu'il y a là-dessous. Et pourtant, voilà le secrétaire Hegseth qui ment aux gens, qui essaie de leur faire croire, au lieu d'inventer autre chose, que s'il y a bien quelqu'un sur cette terre capable de le faire, c'est l'armée des États-Unis. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est la force militaire la plus puissante. Mais enfin, si on était vraiment la coalition militaire la plus puissante de la planète, on pourrait passer à travers ça. Or, on ne peut pas. Et regardez, c'est une montagne. Personne ne s'attend à ce qu'un missile conventionnel détruise une montagne. Même une arme nucléaire n'aurait aucun effet là-dessus. Ces installations sont conçues pour résister à des armes nucléaires, tout comme nos propres sites souterrains. Vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas une critique de l'armée en soi de dire qu'on ne peut pas le faire, donc on ne peut pas les atteindre. Le vrai problème, c'est que s'il admet ça, toute la mission apparaît alors comme une imposture. Parce qu'on est censé dire
qu'on va prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Et on continue de répéter qu'on ne peut pas le faire. C'est tout simplement de la fiction. Mais si vous reconnaissez qu'on ne peut pas atteindre ces usines de missiles là-bas, d'après le professeur Morandi, il y en aurait près de 50, pas seulement la trentaine dont on a entendu parler. Lui, il affirme qu'il y en a 50. Peu importe le chiffre, ça n'a pas d'importance. Il y en a tout un tas. On ne peut pas les atteindre. Ils se sont préparés pendant des décennies pour ce moment précis. Et maintenant, ils en récoltent les fruits, parce qu'ils ont eu la patience et la clairvoyance stratégique de regarder autour d'eux, d'anticiper à quoi ressemblerait l'avenir et de construire quelque chose sur le long terme. Aujourd'hui, ça paie, parce qu'on ne peut pas les éliminer. Et si on admet ça, alors on admet que la mission est impossible. C'est pour ça qu'il doit se couvrir. Mais ça ne devrait pas passer. Le sénateur Kennedy aurait dû dire à l'époque ce que je dis maintenant. On ne peut pas gagner cette guerre. Si on ne peut pas atteindre ce qu'il y a sous la montagne Pickaxe, ça veut dire qu'on ne peut atteindre aucun d'entre eux. Et on n'y est pas parvenu, comme le montrent les informations, comme tout cela le montre. Parce que sans ça, c'est de là que viennent tous ces missiles. Si vous ne suivez pas, ils ont tout déplacé. Il n'y a plus rien en surface maintenant. Tout vient de ces installations souterraines auxquelles on ne peut pas accéder. Et voilà ce qu'ils peuvent en faire. Ensuite, on continue la liste parce que le point suivant, c'est que la secrétaire Hicks a dit « Regardez, en ce qui concerne les négociations. » Donc, j'imagine qu'on ne peut pas non plus admettre qu'on est incapable de détruire leurs usines de missiles, parce que dans ce cas, toute la mission militaire s'effondre. Eh bien, si vous admettez ça, vous perdez tout levier dans les négociations. Mais encore une fois, on va faire comme si ce n'était pas important. Et on va aussi faire semblant d'avoir beaucoup de marge de manœuvre. Et d'ailleurs, tant que les Iraniens se comportent bien, on envisagera peut-être de leur parler. Les États-Unis disent qu'ils ne reviendront pas à la table des négociations tant que les Iraniens n'auront pas montré qu'ils sont vraiment sérieux. L'Iran a eu toutes les occasions de négocier, de montrer qu'il pouvait se comporter de façon raisonnable dans le détroit d'Ormuz. Mais s'il tire sur des navires commerciaux, alors, comme l'a dit le président, on les frappera 10 fois plus fort. Chaque nuit, on les affaiblit un peu plus. Et le président dispose de toutes les options nécessaires. S'ils veulent discuter, ils peuvent le faire. Sinon, ils auront affaire au département de la guerre. Oui, je pense qu'ils ont plutôt bien géré la situation avec le département de la guerre, monsieur le secrétaire. Et d'ailleurs, vous avez dit là-bas, écoutez, tant qu'ils se comportent bien. Et l'un des exemples, c'est qu'ils attaquent des navires civils dans le détroit. Ces fichus types et cette chose horrible qu'ils font. Ah, attendez une seconde. Il se trouve qu'il y a seulement quelques jours, c'est exactement ce que nous faisions. C'est un communiqué public du commandement central qui reconnaît que des avions américains ont neutralisé un navire civil après avoir tiré des missiles Harpoon dans sa cheminée. Donc, ce que cela montre, et ce que je vous ai montré, c'est la duplicité du commandement central en l'espace, je crois, de 48 heures à peine après l'annonce de cette frappe. Et puis, on a annoncé qu'on avait frappé l'Iran parce qu'il s'en prenait à des navires civils, sans même rougir devant ce double standard grotesque. Mais bon, les gens le voient bien. Je ne suis pas le seul ici. Toi aussi, évidemment. Mais quand on explique que c'est mal chez eux, et qu'en même temps on publie un communiqué officiel disant qu'on fait exactement la même chose, là on détruit complètement toute base morale, même l'ombre d'un argument, pour dire que l'autre camp devrait agir autrement. Les gens le savent. Les gens ne sont pas idiots. Et plus on continue à faire ce genre de choses, au grand jour, moins quelqu'un va encore nous prendre au sérieux.
En gros, ça va être « D'accord, on fera ce que vous dites quand on n'aura vraiment pas le choix. Mais si on a la moindre marge de manœuvre, on fera autrement, parce que sinon on va se faire avaler. » C'est comme ça que les choses se sont passées. Mais personne ne le fera, parce que c'est soi-disant la bonne chose à faire, ou parce qu'on aurait encore une autorité morale. On a détruit tout ça. Et je dis bien détruit. Plus personne ne croit en rien, à part ceux qui suivent aveuglément les États-Unis, quoi qu'il arrive. Et ça inclut des gens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ils vont juste rester alignés, par réflexe, sur tout ce que fait Washington, sans jamais remettre en question les contradictions les plus flagrantes. Alors, la suite, c'est qu'il a dit, au fait, il y a aussi un problème avec les installations pétrolières et les oléoducs. L'un des gros obstacles pour contrôler le détroit d'Ormuz, ça a toujours été, enfin bref, le pipeline de Yanbu ou le port de Yanbu pour l'oléoduc saoudien qui traverse le pays. Il y en avait aussi un autre qui passait par Oman et les Émirats arabes unis, ce qui permettait d'acheminer le pétrole par le golfe d'Oman. Le port de Fujairah, vous vous en souvenez peut-être, servait justement à faire sortir le pétrole par le golfe d'Oman. L'Iran a maintenant fermé cet accès. Et maintenant, apparemment, les Houthis, Ansar Allah, ont fermé le Bab el-Mandeb. Donc celui-là aussi est bloqué. Et là, Jess Waters veut dire « Haha, on a une solution pour vous. On va construire un autre oléoduc. » L'Iran sème la terreur dans le détroit parce que c'est son seul moyen de pression. Mais il va perdre ce levier, non seulement à cause de la puissance aérienne américaine, mais aussi parce que les pays du Golfe contournent désormais le détroit. L'Irak vient de se rendre à la Maison-Blanche et ils ont validé la construction par Chevron d'un oléoduc reliant Bagdad à la Méditerranée en passant par la Syrie. L'Iran ne pourra plus intercepter les pétroliers, parce qu'ils seront au large des côtes grecques. Chevron va aussi forer encore dans le sud de l'Irak. Et ConocoPhillips vient de prendre une énorme participation dans le pétrole irakien. Souvenez-vous, Trump disait qu'on aurait dû prendre le pétrole. Eh bien, voilà. Voilà. On va commencer par celui-là, parce que ça illustre bien l'humiliation et la honte de l'Amérique. On voit Jess Waters se vanter du fait que le président Trump avait dit un jour qu'on aurait dû prendre leur pétrole, en parlant de l'Irak, et il a dit la même chose à propos de la Syrie. Et là, Waters dit en gros, eh bien voilà, on l'a fait, on a pris le pétrole, et maintenant, on est en train de donner l'impression qu'on veut recoloniser l'Irak. C'est clairement ce que ça laisse penser. Ce n'est pas juste ConocoPhillips et d'autres entreprises qui viendraient aider le pays. Non. On vient pour prendre leur pétrole, comme Jess Waters vient de le dire. Et en plus, il y a autre chose. Ils signent ce projet d'oléoduc comme si c'était une sorte de carte magique pour s'éloigner du côté iranien. D'abord, il y a déjà un oléoduc qui relie l'Irak à la Méditerranée. Il s'appelle le Kirkuk-Ceyhan. Le Kirkuk-Ceyhan, c'est celui en vert là que vous voyez en haut. Et puis celui dont il parle, c'en est un autre, le Kirkuk-Banyas, le pipeline réhabilité. C'est celui avec le numéro 1 au milieu de l'écran, un peu brun. C'est de celui-là qu'il parle. Juste un mot à ce sujet. D'abord, il en parle comme si ça avait un lien quelconque avec la guerre actuelle. Or, pour commencer, cet oléoduc date, je crois, des années 1950, si je ne me trompe pas. Il a connu pas mal de problèmes, et je crois qu'en 2003, il a été mis à l'arrêt. Il y a beaucoup de raisons politiques, et aussi beaucoup de raisons géologiques. Je pense que la guerre en Irak a eu quelque chose à voir avec le fait que tout ça se soit arrêté, et ça n'a jamais vraiment redémarré. Depuis 20 ans, les puissances régionales se disputent en essayant de trouver un moyen de relancer le projet, de le remettre en marche. Et maintenant, ils disent qu'ils vont le faire. Mais au mieux, il faudra entre 2 et 3 ans pour le remettre en service.
Peut-être qu'ils atteindront une capacité d'environ 2 millions de barils par jour. On verra bien si ça se réalise. Mais ça fait 20 ans qu'ils essaient d'y arriver. Et ce n'est pas parce qu'ils ont pris une photo avec le président Trump dans le bureau ovale qu'il faut croire que, comme par magie, tout va soudainement se concrétiser. Ça n'aura littéralement aucun impact sur cette guerre. Mais voilà l'autre point. Comme le port de Yanbu, qui donne sur la mer Rouge, comme tous ces oléoducs, à moins qu'ils ne soient enterrés très profondément, n'importe quoi peut être touché par un missile. Et d'ailleurs, le vrai problème, ce ne sont même pas tellement les oléoducs, même s'ils les enterrent. À moins d'enterrer aussi toutes les installations, toutes les raffineries, les unités de retraitement, les stations de pompage. Tout, absolument tout, tourne autour de ces stations de pompage. Tant que tout ça n'est pas sous terre, ça reste une cible fixe. Et ça veut dire qu'un missile peut être programmé pour les atteindre à très courte distance. Je veux dire, regardez simplement à quel point le champ pétrolifère de Kirkouk est proche. Il est littéralement juste de l'autre côté de la frontière avec l'Iran. Franchement, il pourrait presque y lancer une grenade à main. Alors, avoir un oléoduc, ça ne veut plus rien dire. Si tout ce qu'il faut, c'est tirer un drone. Pas besoin d'un missile coûteux, il suffit d'envoyer un drone là-dessus, et c'est fini, à n'importe quel moment. C'est ça, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est tout ce qu'on voit en ce moment. On frappe beaucoup d'infrastructures iraniennes, l'Iran frappe celles du CCG, et tout ça se passe à cause des missiles et des drones. On vous a déjà montré des images de tout ça. Donc, peu importe les oléoducs. Et maintenant, vous voyez, même celui qui va vers la mer Rouge, il a été réduit. Et pourtant, ils n'ont même pas touché au pipeline. L'Iran pourrait le faire à tout moment, et il l'a déjà montré. Ils ont prouvé, je crois que c'était en 2016, je ne me souviens plus exactement de l'année, mais apparemment, c'était les Houthis. Sauf qu'en réalité, c'était sous contrôle iranien. Ils ont frappé une des installations de retraitement du pétrole. Pendant un moment, environ 5% du raffinage mondial a été mis à l'arrêt. C'était un événement assez important. Et quand tout s'est calmé, on a vu ces énormes structures circulaires, ces installations au sommet. Il y en avait, je dirais, 6 ou 8 alignées. Et tous avaient de petits trous parfaitement ronds sur le dessus, là où les missiles étaient entrés. Ça a touché exactement la cible visée. L'Iran a donc montré, à ce moment-là, et tout le monde le savait, que c'était bien les Iraniens qui avaient détruit cette installation. Ils peuvent neutraliser n'importe quoi de ce genre. Alors si vous pensez qu'en construisant un oléoduc, vous n'aurez plus besoin de passer par le détroit d'Ormuz, eh bien, détrompez-vous. Ça ne change rien, parce qu'à tout moment, s'il y a un problème, ils appuient sur un bouton, tirent un missile ou envoient un drone. C'est aussi simple que ça. Donc cette attitude arrogante dont on parle, cette idée qu'on va pouvoir les contourner d'une manière ou d'une autre, ça n'arrivera pas avant des années, si jamais ça arrive. Et même si on prend ça en compte, ça ne t'aide pas. Donc, si ton arrogance repose sur quelque chose que tu penses avoir dans le futur, mais qui ne comptera pas, alors tu te prépares et tu nous entraînes avec toi vers de gros ennuis. Passons à la suite. Ah, celle-là est vraiment intéressante. On va essayer de ressusciter une idée dont on a beaucoup parlé pendant les premières semaines de cette guerre, mais qui a été vite abandonnée, parce qu'elle a complètement échoué. Elle n'a même jamais vu le jour. Et cette idée, c'est de faire en sorte que les troupes de quelqu'un d'autre fassent quelque chose, pas en Iran cette fois, mais à l'intérieur du Liban. Le département de la Défense cherche à former, équiper et sélectionner des unités d'élite de l'armée libanaise pour qu'elles interviennent et éliminent définitivement le Hezbollah en le désarmant. Cela évite à Israël de devoir faire le sale boulot, ce qui, il faut le dire, plaît plutôt bien au Liban.
Bon, d'abord, les troupes d'élite au Liban. Enfin, vous n'avez vraiment pas suivi. Et vos téléspectateurs, ils vivent dans le noir ou quoi? Parce que, écoutez, le Liban essaie de maîtriser le Hezbollah depuis des décennies, depuis très longtemps. Et puis cette année, c'était dans Foreign Policy, voyons, je crois que c'était au début de l'année. La guerre menée par les États-Unis contre l'Iran a mis le gouvernement libanais dans une impasse. Il ne peut ni protéger le Liban contre Israël, ni désarmer le Hezbollah. Et il y a une raison à ça. Parce qu'une partie de l'insistance sur sur Israël et les États-Unis, vient du fait que l'armée libanaise, celle qu'on autorise à exister, et oui, on l'autorise à exister, c'est d'ailleurs pour ça que le président Aoun était à la Maison-Blanche, eh bien cette armée est en réalité une marionnette de l'Occident. Mais voilà le problème quand on a une marionnette. On veut la contrôler pour qu'elle ne représente aucune menace pour Israël. En gros, c'est une force de police, pas une vraie armée. Leur armée, c'est quelques gars sur un camion avec des fusils. Et ça s'arrête à peu près là. Ils n'ont ni aviation moderne, ni force blindée. Ils n'ont pas tout ce matériel, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le droit d'en avoir. Du coup, ils n'ont pas la capacité militaire de désarmer qui que ce soit. Et ce n'est pas une question de formation. C'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est la capacité. À moins qu'on décide d'y aller nous-mêmes et de se battre à leur place, on peut bien les pousser à se battre, mais là, on tomberait dans un scénario que les Israéliens accueilleraient avec plaisir. Ça rallumerait la guerre civile libanaise, qui a duré 15 ans. Tout le monde en Israël sait très bien que si on mettait ce plan à exécution, si on envoyait cette force d'élite là-bas, tout ce que ça ferait, ce serait de rallumer une guerre civile en opposant le gouvernement et l'armée libanaise, ceux qu'on autorise à exister, au Hezbollah. Et ça, pour Israël, ce serait très bien. Ils n'auraient aucun problème avec ça. La dernière chose qu'ils veulent, c'est une forme de stabilité ou de paix. Parce qu'il y a une raison pour laquelle le secrétaire Rubio a signé ce document avec le Liban et Israël, sans l'Iran, sans le Hezbollah. C'est parce qu'ils veulent une situation séparée qui garantisse qu'Israël ne se retirera jamais du Liban. C'est ça qu'ils veulent. C'est ce que cet accord était censé garantir, et c'est aussi ce que celui-ci garantirait. Si ce qu'il dit, Jesse Watters, va au-delà de simples paroles, s'il répète quelque chose qui vient de la Maison-Blanche, il faut bien comprendre que c'est ça, l'intention. Ils essayent de relancer la guerre civile, pour qu'Israël puisse dire ensuite « il y a trop de chaos à la frontière, on ne peut pas partir maintenant ». S'ils avaient seulement désarmé, tout se serait bien passé. Mais comme ils ne l'ont pas fait, eh bien, on ne peut pas partir. Il faut protéger notre population. Et enfin, on a eu cet échange tendu entre le sénateur Peters et le secrétaire à la guerre Hegseth sur la question de savoir s'il existe vraiment une stratégie. Vous n'avez pas de stratégie. Vous n'avez pas de plan à long terme pour vraiment gagner cette guerre. Gagner la guerre. Les hommes et les femmes peuvent le faire, mais ils ont besoin de leadership. Quand allez-vous faire preuve de leadership? Quand allez-vous enfin montrer du leadership? Pourquoi tu ne montres pas un peu de leadership et que tu ne défends pas tes collègues démocrates qui refusent de financer les troupes? Vous jouez à la politique partisane pendant que vous ne nous donnez pas l'argent dont on a besoin. Tu veux venir ici parler des troupes, mais tu n'as pas le courage politique de vraiment financer notre département parce que tu souffres du syndrome anti-Trump et que tu es incapable de t'engager sur quoi que ce soit de concret. Bon, le pauvre secrétaire Hegseth a dit « Pauvre armée américaine, personne ne veut lui donner d'argent. » Ah, attendez, ils ont reçu 1000 milliards de dollars pour l'exercice budgétaire en cours. Et il n'était peut-être pas au courant. Enfin si, bien sûr qu'il l'était. Il ment. Il y a en ce moment
une demande de réconciliation budgétaire de 350 milliards de dollars sur la table au Congrès. Et rien que ça, c'est très trompeur. Parce qu'en réalité, ce qu'ils veulent éviter, c'est de provoquer un choc en passant d'un budget d'1 trillion à 1,5 billion pour le prochain exercice. Alors ils disent, bon, on va monter à 1,15 billion pour l'an prochain et on fera passer dès maintenant un projet de réconciliation de 350 milliards avant même d'y arriver. Et au final, quelle surprise! On se retrouve quand même avec 1,5 billion. What a shock, we still end up with $1.5 billion. And he wants to cry that we don't have enough money. Et lui, il veut se plaindre qu'on n'a pas assez d'argent. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je financerais quelque chose qui a échoué et qui va continuer d'échouer? C'est justement le rôle du Congrès. Ils sont censés assurer ce contrôle. Maintenant, malheureusement, je ne peux pas vraiment défendre le sénateur Peters parce qu'il continue de dire qu'il veut juste une stratégie pour gagner. Très bien. Montrez-moi, où est votre stratégie pour gagner la guerre? Cette guerre ne peut pas être gagnée. Il n'a pas de stratégie pour gagner, parce qu'il n'y a pas de stratégie pour gagner. La mission militaire ne peut pas être accomplie uniquement avec des bombes. C'est ce qu'on essaye de faire depuis le début. La puissance aérienne, la puissance navale, tout ça repose sur des missiles ou des bombes. On ne peut pas gagner cette guerre. Le pays est aussi grand qu'une bonne partie de l'Europe de l'Ouest. Bon sang. C'est à peu près 5 fois plus vaste que l'Irak. Plus grand, oui. Et le terrain est bien plus difficile. L'armée, elle aussi, est bien plus redoutable que celle qu'on a affrontée en 1991 en Irak, ou même en 2003. Tout le relief, toutes ces chaînes de montagnes, toute la géographie du pays, c'est un vrai paradis pour les défenseurs et un cauchemar pour les attaquants. Donc, même si on avait une armée de campagne, on finirait par se briser nous-mêmes, détruits morceau par morceau, si on essayait de passer par les montagnes. On ne le fera pas. D'abord, on n'a pas cette armée-là. Mais de toute façon, ça ne change rien. On ne peut pas gagner uniquement avec la puissance aérienne contre ce type d'objectif, surtout quand l'adversaire s'y prépare depuis des décennies et qu'il dispose d'installations souterraines. On ne peut pas les atteindre, sauf à entrer sur le terrain pour les déloger. Mais ça, on ne peut pas le faire, parce qu'on ne peut pas franchir les montagnes. Et on ne peut pas franchir les montagnes, parce qu'on n'a tout simplement pas une armée de cette taille. Ce serait une folie pure et simple de sacrifier des centaines de milliers de soldats pour quelque chose qui, au fond, n'a aucun impact sur notre sécurité nationale. Voilà le vrai problème. Personne au Sénat, en tout cas personne que j'ai entendu, n'a tenu ce discours. Et bien sûr, vous n'avez pas entendu Jess Waters le dire, parce qu'il est trop occupé à encourager la guerre. Et évidemment, je pourrais dire la même chose de Jack Keane, du général Kellogg, de Mike Pompeo ou de Nikki Haley. Pour une raison que j'ignore, on l'a sortie de sa retraite, j'imagine. On l'a dépoussiérée, remise dans l'équipe. Elle est de nouveau active là-dedans. Il y en a plusieurs autres aussi. Dan Hoffman, par exemple, un ancien de la CIA. Tous ces gens qui réapparaissent de partout. Et tout le monde qui applaudit la guerre. Et cette guerre, elle ne pourra jamais être gagnée. Je crois qu'on l'a bien compris maintenant. Et c'est douloureux, vraiment douloureux pour moi de regarder ça. D'essayer de comprendre pourquoi on fait tout ça, alors que le coût n'est pas seulement la destruction possible de notre économie, parce qu'on est en train de sombrer. Le prix du pétrole a encore augmenté aujourd'hui. Je vous ai montré tout à l'heure que le prix au comptant, le vrai prix d'un baril de pétrole aujourd'hui, pas celui du marché à terme, qui monte aussi d'ailleurs, eh bien, il était à $130 plus tôt dans la journée. Je ne sais pas combien il en Mais $130, c'est ce que vous payez vraiment pour le pétrole. $130. On le cache, on n'en parle pas publiquement, mais c'est déjà le cas. Et puis, bien sûr, il y a eu ce transfert solennel plus tôt dans la journée.
Et évidemment, c'est quelque chose qui me touche profondément. Ces 4 militaires sont morts pour rien. 18 d'entre eux sont morts pour rien jusqu'à présent. Apparemment, d'après certains rapports, un assez grand nombre sont encore en soins intensifs. Plus de 500 ont été blessés, à des degrés divers. On ne sait même pas encore combien souffrent de traumatisme crânien ou de stress post-traumatique depuis le début du conflit. Et écoutez, une autre chose qu'il a dite dans cette émission que je n'ai pas reprise ici, c'est qu'il affirmait que le moral des forces armées américaines dans la région était au plus haut. C'est complètement n'importe quoi. Ce n'est pas vrai du tout. Je ne sais pas, peut-être que certains sont plutôt enthousiastes, mais je peux vous dire, d'après quelqu'un qui a un accès direct aux hommes sur le terrain, qu'ils deviennent fous. Ils s'arrachent les cheveux en se demandant « Qu'est-ce qu'on fait ?» On nous donne une mission, puis on nous la retire. Ensuite, on nous en donne une autre, et elle est encore annulée. Et maintenant, on nous confie cette mission-là. Des trucs qui n'ont aucun sens. Et eux, ils voient, comme moi quand j'étais en Afghanistan, comme moi quand j'étais en Irak, ils voient sur le terrain les gens qui sont là. Cette mission, elle n'est pas réalisable. Ils le savent. Ils savent très bien ce que ces montagnes sont capables de faire. Tu te souviens de tous ces débris qu'on a laissés là, devant l'un des sites où on aurait soi-disant été pour secourir un pilote? Je ne sais pas si c'était vraiment ça ou pas. Mais quoi que ce soit, on y était, et on a perdu 2 avions du type C-130, plus 4 hélicoptères. Et on n'a rien accompli, à part faire sortir les gens qui étaient entrés, soi-disant sans aucune perte ni blessés. On verra bien plus tard si c'est vrai ou si on nous a menti. Parce qu'on nous ment tout le temps. Officiellement, par le commandement central, par le Pentagone, par la Maison-Blanche. Alors je ne peux rien prendre pour argent comptant. La seule chose qu'on peut vraiment croire, c'est quand on voit les cercueils descendre du tarmac là, à la base aérienne de Dover. Ça, c'est réel. On ne peut pas le cacher, parce qu'on l'a vu de nos propres yeux. Il y a des familles qui sont en deuil en ce moment, et il y en aura d'autres si on continue sur cette voie. Franchement, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait pousser dans ce sens. Continuer vers une guerre qu'on ne peut pas gagner, avec un coût énorme, en vies humaines, en argent, et pour toute notre économie. C'est ça qui me dépasse vraiment. Et c'est douloureux à regarder. C'est comme voir un carambolage de 10 voitures sur l'autoroute, à 110 km à l'heure, au ralenti. On voit les voitures, on voit ce qui se passe, et on se dit, à vitesse normale, elles vont se percuter. C'est inévitable. Et on ne peut rien faire pour l'empêcher. On ne fait que regarder. C'est exactement ce que je ressens en ce moment. Tout ça semble juste inévitable. Les faits sont ce qu'ils sont, et on ne peut pas les changer. Pas plus qu'on ne peut changer les lois de la physique quand une voiture roule à 110 km à l'heure et percute un objet immobile ou un autre véhicule en mouvement. C'est juste ce qui va se passer. Mais au moins, maintenant, vous en êtes conscient. Je veux simplement que les gens comprennent qu'on leur ment. Les grands médias mentent, la Maison-Blanche ment, le Pentagone ment, et même certains membres du Congrès mentent. Presque personne ne dit la vérité ici. Nous, on va continuer à vous dire la vérité jusqu'à ce que cet énorme carambolage commence à se produire. Et là, aucun d'entre vous ne sera surpris. Peut-être que plus de gens commenceront à prêter attention. On verra bien. En tout cas, on vous remercie. Merci de nous suivre et on se retrouve demain. Daniel Davis, Steve.